Bienvenue ici, dans ce podcast. Un espace, un endroit et un temps que j'ai construit pour toi et pour t'aider à être bien dans ta vie, vraiment bien. Je suis Sophie, docteure en psychologie. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Je voudrais cette fois te faire décoller vers le nord de la Thaïlande et plus particulièrement Chiang Mai. Pourquoi ? Pour te parler d'une destination, d'un état émotionnel qu'on connaît tous, l'espoir, mais pour pouvoir le reconcevoir afin qu'il soit bénéfique pour notre santé et notre bien-être émotionnel. Chaque année, lors de la dernière pleine lune du calendrier lunaire, a lieu un festival incroyable, Loy Krathong et Ying Peng. Ce sont deux festivals simultanés qui correspondent au festival des Lumières et des Lanternes. D'ailleurs, en Asie, plusieurs pays ont des rituels et des fêtes à ce moment particulier de l'année. Et justement, c'était ce 7 et ce 9 novembre dernier, donc cette semaine, j'ai déjà eu l'opportunité d'y participer et c'est quelque chose dont je rêvais depuis très longtemps. Pas seulement parce que c'est beau avec les yeux et que je voulais y aller pour faire des photos Insta, pour mettre sur les réseaux. Non, parce que j'avais vraiment envie de comprendre ce qu'il s'y passait. Je voulais pas juste me prendre en photo avec ma petite lanterne et mettre, comme je vais t'expliquer, mon petit krathong dans l'eau pour ensuite publier tout ça sur les réseaux et repartir le lendemain. Ce type de consommation de voyage, ça m'intéresse pas. Je voulais vraiment y rester avant et après pour ressentir l'ambiance, la ville, le cœur, les habitants de cet événement, vraiment. J'ai donc pu vivre cette expérience assez incroyable et il y a quelques jours, je t'ai partagé quelques images sur Instagram en story si tu me suis. Je te propose maintenant peut-être de fermer les yeux quelques instants pour que je te pose le décor de cet endroit lumineux. Je t'invite à imaginer en Thaïlande, à Chiang Mai, des temples décorés de fleurs oranges, violettes, blanches, de bougies par milliers et de lanternes colorées suspendues partout. Mais également autour d'une rivière, la rivière Mai Ping. Imagine qu'à ce moment, tout le pays se transforme de 1000 couleurs pour ces quelques jours dédiés à la lumière. Il y a des lancers de milliers de lanternes dans le ciel, notamment à Chiang Mai, des cérémonies dans les temples incroyables, le chant des moines qui te berce, et des milliers de personnes qui déposent des petits kratong sur l'eau. Krathong, ça veut dire petit radeau qui flotte. En fait, ce sont des radeaux confectionnés avec un support fait en tronc de banane et plein de fleurs fraîches colorées. Les feuilles de banane sont pliées pour faire des jolies décorations. Et là-dessus, on va venir poser une bougie et des encens. L'idée, en fait, de ces petits kratong, c'est que l'ensemble des Thaïlandais se rassemblent autour de la rivière pour venir les déposer. Garde ça en tête pour l'instant, je t'explique juste après pourquoi. Imagine encore dans ce décor que les moines chantent et récitent des prières pour célébrer Bouddha, mais aussi dans une intention de renouvellement et de bonheur. Il est possible dans certains temples d'entendre les prières en journée, mais aussi durant toute la nuit de la pleine lune, ce qui crée, je t'avoue, une ambiance assez dingue. Les moines se succèdent en fait à tour de rôle pour continuer la célébration et les chants. J'ai eu l'opportunité de passer là-bas plus d'une semaine, et c'est quelque chose d'assez grandiose. Et même si l'espoir est un état que je connaissais bien, j'y ai expérimenté sans m'y attendre là-bas tout son sens, toute sa signification, comme toute sa substance, sa contenance. Et je t'avoue que ça m'a vraiment surpris parce que j'avais une vision de l'espoir spécifique. Et là, j'ai vraiment intégré et assimilé l'espoir dans tous ses sens et dans tous mes sens. Ce festival, il m'a donné une énergie, quelque chose qui m'a éveillée et peut-être aussi un peu réveillée après une période un peu chargée à l'époque et des questionnements, comme on vit tous au cours de nos vies. Je suis pourtant pas bouddhiste, mais je suis juste humaine et cette énergie m'attirait particulièrement. J'y ai réalisé plusieurs rituels, je me suis assise en tailleur dans des temples et j'ai écouté ces chants méditatifs, le cœur grand ouvert pendant plusieurs heures. J'ai observé toutes ces cérémonies, j'ai observé peut-être de manière différente, et puis j'ai pris le temps d'assimiler, d'intégrer, de ralentir. Et justement, j'ai appris à confectionner les petits kratong, ces fameuses petites décorations avec une bougie et des encens qu'on va venir déposer sur l'eau pour une signification bien particulière.
En fait, un krathong, c'est un symbole qui représente comme un don, si tu veux, comme une offrande qu'on va faire à la déesse de l'eau à ce moment-là, puisque on va la remercier pour tout ce qu'elle a apporté, pour la pluie, la saison des pluies, etc. Et puis on lui demande, parce que c'est un cycle, en fait, c'est un moment de transition, la saison sèche arrive, et donc on va lui demander qu'elle nous apporte du beau temps. Mais en fait, ça porte aussi sur soi, sur sa vie et sur ses émotions. Et c'est en ça où j'ai trouvé ça assez touchant, puisque des milliers de Thaïlandais vont confectionner leur petit krathong avec, comme je te le disais, des fleurs, des couleurs, des feuilles de bananier, etc. de manière biodégradable normalement. Et quand ils vont les déposer sur l'eau, ils vont dedans parfois mettre aussi une mèche de cheveux, un ongle, pour en fait qu'il y ait un bout d'eux qui aille dans ce radeau, qui flotte sur l'eau. Et l'idée, c'est de poser ses intentions, de demander en fait à la déesse qu'elle les accueille, et puis que tout ce qui est de l'ordre de l'inconfort, du désagréable, ce qui est lourd, ce qui nous affecte, de le poser sur l'eau pour en fait simplement qu'il nous quitte et qu'on s'en sépare dans une intention de renouvellement, de choses plus agréables et plus confortables. Et j'ai trouvé que ce rituel, il permettait vraiment de conscientiser, un peu d'introspecter certaines parties de nous-mêmes, et comme c'est ce que je pratique au quotidien aussi avec mes patients, j'ai forcément été touchée par ce festival. Pendant cette semaine où j'étais là-bas, j'ai appris à confectionner ces fameux krathongs. Alors je l'ai pas fait dans des hôtels 3, 4 ou 5 étoiles comme on peut voir durant ce festival. J'ai appris à le faire par terre, assise sur le sol, bien ancrée pour le coup, avec une maman et sa petite fille que j'ai croisées, et qui étaient tellement heureuses de me montrer. Et je me rappelle qu'il faisait tellement chaud que tout mon front dégouliné, mon dos était complètement trempé. Il faisait vraiment très chaud. Et pour autant, ce moment il a été tellement chouette que j'ai complètement réussi à déconnecter de cet état de chaleur et d'inconfort, parce que ce qui se passait et l'échange qu'on avait, il était vraiment beau, simple et authentique. En fait, la petite fille a pris le rôle de sa maman et elle était super heureuse de montrer comment il fallait plier les feuilles de bananier, l'ordre de confectionner le krathong, d'abord le tronc de banane et puis les fleurs qu'on pose dessus, les différentes couleurs. Donc elle attendait que je finisse, que je fasse en même temps, elle était hyper patiente. Et du coup, j'ai été assez étonnée si tu veux, puisque moi j'étais face à une petite fille qui m'apprenait un truc super chouette. Et c'est pas tous les jours que c'est dans ce sens-là. Et puis c'était pas un simple pliage, hein. Elle me montrait vraiment les gestes en posant la main vers son cœur par exemple, en mimant par exemple le mouvement d'une vague pour m'expliquer qu'après il fallait que je le pose sur la rivière. C'était adorable. Et une fois que j'ai terminé mon krathong, je me souviendrai toujours de cette petite fille avec laquelle j'essayais de communiquer avec les mains, hein. Et en fait, elle communiquait avec ses mains, mais elle communiquait aussi avec ses yeux, avec son cœur. Enfin, elle me faisait des gestes à chaque fois en posant les mains sur son buste, en me montrant du doigt mon krathong. Et en fait, si tu veux, avec sa maman, elle faisait des gestes en me disant « ralentis ». Tu sais, comme un geste à plat avec la main vers le sol qui mime doucement, tranquillement. Comme si en fait, il fallait que je me concentre sur le krathong pour vraiment prendre le temps de faire quelque chose, donc certainement de déposer une intention. Elle m'a mis mes 2 mains sur mon buste et vers mon cœur, et puis elle les a ensuite posées sur le krathong. C'était comme pour me dire, tiens, ici tu prends sincèrement les choses qu'il y a là-dedans, et puis tu les mets dans ton krathong pour qu'elles s'en aillent, et puis pour qu'elles soient aussi en sécurité. Et je me souviens que la petite, à ce moment-là, elle rigolait. Et voilà, et l'échange s'est fini comme ça, et moi je suis partie en tuk-tuk après déposer mon petit krathong sur la rivière de Mae Peng. Et il s'est encore passé plein de choses à ce moment-là, et durant cette expérience, et j'aurai l'occasion de t'en parler. Bref, après avoir vécu cette expérience et puis d'autres, comme je te disais, qui n'ont fait que renforcer mon opinion à ce sujet, j'ai repensé la notion d'espoir. Parce que je pense que pour qu'il soit bon pour notre santé, il est peut-être important de reconcevoir l'espoir. Parce que l'espoir, il peut nous servir comme nous desservir. La frontière entre l'espoir et le désespoir dans la vie, elle est très fine. Pourquoi ? L'espoir, en fait, c'est une des seules émotions agréables, avec le courage aussi, qui contient une tonalité émotionnelle négative, la peur. D'ailleurs, on dit souvent un espoir auquel se raccrocher, avec une note un peu triste,
comme si le désespoir était obligatoirement de la partie ou qu'il était là en train de surveiller, tu vois. Et on nous dit aussi que l'espoir fait vivre. Et cette expression qu'on emploie parfois face à quelqu'un qui nous partage ses projets ou ses désirs, je sais pas si t'as déjà remarqué, mais ça s'accompagne souvent d'un ton un peu ironique ou railleur, pour sous-entendre que ce qu'on espère, ça va peut-être pas ou difficilement arriver. Ça m'a toujours dérangé cette expression, cette réaction plutôt face à cette expression, parce qu'en fait l'espoir, il est là pour nous rappeler la vie, pas pour la moquer. Il est là pour nous rappeler que même derrière un nuage gris, il y a toujours un rayon de soleil. Mais ça, pour le savoir et puis pour le vérifier, faut un peu se bouger. C'est-à-dire qu'il est important de faire cet effort d'aller au-delà de ce qu'on voit ou de ce que nos pensées automatiques nous racontent. Le problème, c'est que quand on parle d'espoir, on peut aussi être perçu comme quelqu'un qui vit dans le monde des bisounours, c'est-à-dire dans un monde de rêves et d'idéaux, et c'est pas super bien vu. Espérer, en réalité, ça fait peur aussi parce que l'espoir, il est défini comme un état d'attente, mais d'une attente avec confiance. Mais le truc avec cette définition, c'est que l'espoir nous met dans une posture d'attente, et donc de passivité, où on va être plutôt inactif. En fait, l'espoir, c'est un état émotionnel qui peut nous servir comme nous desservir selon notre posture vis-à-vis de nous-mêmes. L'espoir, c'est une disposition de notre esprit que nous avons tous, alors autant bien s'en servir. Dans l'espoir, il y a toujours une partie de soi qui a peur, qui appréhende, qui doute, qui redoute. On a peur que l'espoir soit trop long et que rien n'arrive, que ce qui arrive ne soit pas ce qu'on avait prévu. On a peur de la déception, de la désillusion face à un espoir trop important. Oui, l'espoir fait peur à certains d'entre nous et c'est bien légitime, car le coût émotionnel de la déception, on le connaît. On a tous été déçus d'une situation qu'on espérait et qui s'est avérée bien différente de la réalité. Ce fameux poids qu'on éprouve en soi face un peu à la désillusion ou au désenchantement. Or, quand tu éprouves de l'espoir, tu prends un risque qu'effectivement il y ait une déception. Mais sans risque, on ne peut pas avancer. Alors, il y a plusieurs façons de concevoir l'espoir, dont 2 que je voudrais te parler dans ce podcast. Il y a plusieurs façons de concevoir l'espoir, dont 2 que je voudrais te parler dans cet épisode. Il est possible de cultiver l'espoir en se mettant dans cette fameuse posture d'attente psychologique. Et plus on attend, plus nos attentes grandissent, plus on nourrit nos attentes et pas la confiance qu'elles se réalisent. Là, on subit notre espoir et on finit par perdre espoir. Et on l'a tous vécu pendant la période de cette pandémie mondiale. Et pourquoi on finit par perdre espoir ? Parce qu'on attend passivement et du coup on s'insécurise et on se frustre. Et c'est là où cet espoir se transforme en 2 secondes en désespoir. Et la crise sanitaire, ou encore tout ce qui va se passer sur cette terre, changement climatique, guerre en Ukraine, ne vont que accentuer en fait nos états émotionnels dans ce sens-là du désespoir. Dans la mesure où on décide de rester dans cette posture d'attente passive. Et le problème avec le désespoir, c'est que quand il dure, c'est comme s'il allait nous lier les mains et on va encore rester encore plus passif. Il va abîmer un peu notre cœur et il va envahir nos pensées. Or, on a le droit de le refuser, le désespoir. Et c'est exactement ce que font les Thaïlandais durant ce fameux festival et ces journées, lorsqu'ils conçoivent soigneusement leur krathong. Ils prennent le temps de le faire soigneusement, ils y mettent du sens, ils sont dans l'action, et ils conscientisent les choses qu'ils ne souhaitent plus. Et c'est un peu ce qui s'est développé énormément d'ailleurs pendant toute cette période d'insécurité dans la pandémie où tout le monde s'est mis à faire des rituels de pleine lune. Ça a explosé parce que en fait il y avait une forme, c'était le seul moyen d'action qu'on avait un petit peu. Et donc sur le plan spirituel, il y a énormément de choses qui se sont développées là-dessus, alors qu'à la base c'est des rituels qui sont hyper anciens. Et donc, j'ai eu une discussion avec une Française thaïlandaise au bord de la rivière qui m'a dit de poser mon krathong de manière totalement désintéressée pour justement éviter que les attentes surréalistes prennent le relais et que mon espoir soit trop grand. En gros, elle m'a dit « fais juste confiance, mais n'attends rien ». Et j'ai dit « ok ». Et puis je suis allée déposer mon krathong sur la rivière.
Et puis après, je suis retournée la voir sur le retour, puisqu'elle était toujours là, elle était assise, et je suis allée la voir et je lui ai dit « Mais ce que tu m'as dit, en fait, c'est pas de l'espoir, c'est de l'espérance. » Et elle me dit « C'est-à-dire ?» Et je lui dis « Bah, l'espoir, c'est une posture de confiance, où quand on fait quelque chose, on attend qu'une contrepartie se produise. Alors que l'espérance, c'est une posture de patience, de confiance, mais totalement désintéressée. On n'attend rien. On n'attend rien du tout. » Et elle m'a dit « J'y avais jamais pensé, mais ouais, c'est ça, c'est intéressant. » Bon, voilà, on a eu cet échange, et puis, en fait, je me suis dit, même si les Thaïlandais déposent leur krathong de manière désintéressée, avant ça, il y a quand même des actions dirigées pour atteindre un but. Créer ce krathong, y mettre ses intentions, mettre une bougie, mettre des encens, prendre le tuk-tuk ou y aller à pied, ou passer avant par un temple pour faire une prière avant de le déposer dans l'eau, etc., etc. Et il le dépose pour que les émotions, les états désagréables, inconfortables se dissipent et pour laisser place au renouveau. Donc même si effectivement c'est fait de manière désintéressée, il y a une mise en action en fait. Et à mon sens, c'est ça la deuxième posture de l'espoir, et c'est celle qui est bonne pour notre santé mentale, c'est que l'espoir, c'est finalement un état émotionnel dans lequel il faut trouver son équilibre entre la confiance, nos attentes, mais surtout notre posture. Pour moi, l'espoir, c'est comme les deux petits accoudoirs sur lesquels on décide de se poser le dos bien droit, et pas seulement de se mettre dans le fond du siège et de croiser les bras et d'attendre. Ça, c'est le désespoir. Pour nous porter, l'espoir compte sur nous, comme on compte sur lui, exactement comme on se pose et on se repose sur des accoudoirs. On s'installe pour se sentir soutenu, porté. Et ces accoudoirs, ils sont actifs, ils nous soutiennent, ils nous portent, et nous, on compte sur eux. L'espoir, c'est la même chose, c'est un moteur de vie. Et qui dit moteur, ça veut dire qu'il faut qu'on mette en action quelque chose. Et l'espoir, ça peut être une véritable fondation. Parce que sans espoir, il y a beaucoup de situations qui ne se seraient jamais solutionnées. D'ailleurs, en psychologie, les études scientifiques définissent l'espoir comme une anticipation positive du futur, mais aussi sur une capacité d'adaptation en direction de notre bien-être. L'espoir, en fait, finalement, c'est un peu comme un filtre qu'on viendrait mettre sur nos pensées, sur nos yeux, pour nous aider à percevoir le futur, proche, moyen, à moyen terme, sur le long terme, comme si on voulait le voir de manière agréable. En fait, l'espoir, cette disposition d'esprit qu'on a, on peut s'en servir un peu comme un filtre. Tu vois, on parle de filtre Instagram pour améliorer notre peau, etc. L'espoir, c'est un peu, tu peux faire un peu la même chose en l'appliquant sur tes pensées. C'est-à-dire que quand tu l'appliques sur tes pensées, sur ton regard, sur ta perception, tu peux venir observer et te positionner par rapport à l'avenir de manière plus confortable et plus agréable. Et cette perception, elle va influencer notre futur à court ou moyen terme, voire à long terme. En 1994, il y a Snyder, qui est un psychologue, qui avait théorisé l'espoir, justement. Et dans sa conception de l'espoir, il indiquait que c'était un état émotionnel qui impliquait un engagement, c'est-à-dire une volonté de l'individu envers lui-même et envers ses objectifs. Et même s'il ne l'a pas conceptualisé avec ces termes-là, en gros, ce que toute sa théorie diffuse comme message, c'est que l'espoir, c'est un état volontaire, et donc actif, et pas passif. Et définir des objectifs clairs, ça permet aussi à notre espoir de pouvoir atteindre ses buts. C'est comme répondre à notre espoir, en fait. Et dans sa théorie, justement, il disait qu'il fallait 1. Définir clairement ses buts, 2. Définir la façon et les moyens d'atteindre ces buts, et 3. Développer des stratégies d'action pour les atteindre. Et donc une autre facette de l'espoir, c'est d'être organisé pour que ce que l'on souhaite se mette en action. Et ça permet d'être cohérent entre nos besoins, nos états émotionnels, nos souhaits et ce qu'on en fait dans la vie. Alors, ok, et qu'est-ce qui se passe si je fais tout ça, c'est-à-dire que ok, je mets cet espoir comme filtre sur mes pensées, je prépare un projet, je me mets en action avec un calendrier prévisionnel, je fais tout ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce que je fais si jamais ça ne marche pas quand même ?
Tenter des choses dans la vie, c'est prendre des risques. Il y a donc toujours une possibilité pour que ça ne fonctionne pas et une autre pour que ça fonctionne. Pour s'aider et se soutenir émotionnellement, espérer, c'est aussi tolérer le doute, tolérer les peurs, tolérer les inconnus et les incertitudes. Si malgré tout ça, si malgré cette tolérance en plus de l'espoir que tu installes, la situation qu'on souhaitait ne fonctionne pas, oui, il y aura déception et voire peut-être un désespoir. Dans tous les cas, il y aura des leçons et des messages. Et tu développeras des connaissances et du sens. En fait, l'espoir peut nous permettre de passer à l'action, et si jamais malgré nos actions, le but n'est pas atteint, cet espoir actif nous aura au moins permis une chose importante, d'éviter les regrets à vie. Car grâce à l'espoir, on essaye quoi qu'il se passe. Dans cet espoir, je dis bien actif. On évite ensuite de s'en vouloir de ne pas l'avoir fait. Parce que finalement, quelque part, quand tu regardes l'espoir, c'est comme un gros nounours en fait. Il est profondément généreux. Il est là pour en fait te donner une sorte de vitalité, de réassurance. Et il est aussi là pour nous rappeler nos potentialités et nos capacités. Mais par la même occasion, oui, il peut engendrer des déceptions. Mais dans tous les cas, tu pourras peut-être espérer te rassurer. Comme ce gros nounours qui pourra t'envelopper de ses bras quelque part. Parce que l'espoir est là pour t'apporter des sages messages. Quoi qu'il arrive, tu pourras continuer ton petit chemin serein si tu comprends et si tu installes ça. Et puis, si le désespoir pointe son nez, le découragement ou la déception, peu importe, tu pourras leur murmurer que oui, tu as le droit de te perdre en toi. Parce que le désespoir, il arrive quand en soi, on s'égare. Et c'est pas grave, on a tous le droit de se perdre en soi. Et c'est souvent quand on se perd en soi qu'on parvient à retrouver un chemin plus lumineux en conscientisant ce qui ne va pas pour apprendre à se sécuriser. En fait, le désespoir, quand il arrive, c'est un peu, comme je dis souvent à mes patientes qui se retrouvent dans des états émotionnels anxieux, voire des états parfois dépressifs. Je leur dis souvent, le désespoir, c'est comme un mendiant, comme un état émotionnel mendiant. Il est complètement recourbé sur lui-même, il regarde plutôt le sol, il a le dos complètement affaissé, etc. Il n'est pas hyper lumineux, mais par contre, il fait une chose. Il tend la main, et la main, elle est ouverte. Et dans le creux de la main, il y a un espoir que quelque chose se passe. Donc même dans le désespoir, il y a toujours de l'espoir. L'espoir, c'est un peu un devoir envers la vie, et la meilleure des victoires. Et par victoire, j'entends comme un muscle qu'on entraîne. Pas pour qu'il soit énorme et bien dessiné, non, juste pour que ce muscle soit en forme. Et c'est là où l'espoir est une victoire. Et vraiment, j'entends ici, pas pour obtenir ce qu'on veut à la fin. Parce que dans le meilleur des cas, grâce à notre mise en action, oui, peut-être que nos envies prendront vraiment vie. Mais la victoire se trouve aussi dans l'enseignement qu'on retire d'une situation, dans le fait de ne pas perdre espoir. Et aussi dans le fait de ne pas forcément toujours chercher à s'améliorer, faire de l'introspection, se comprendre, mais à trouver une tranquillité d'esprit. Parce que l'espoir, il apporte aussi une tranquillité d'esprit quand il est bien installé. Et puis pour que l'espoir arrive un peu plus souvent à l'intérieur de toi, il est aussi important dans sa vie de faire de la place à la spontanéité, à la légèreté, et de rendre l'espoir moins lourd, tu vois, de le désacraliser, parce que l'espoir, c'est aussi un peu un terme parfois lourd quand on dit l'espoir, alors que c'est censé être un truc léger, qui vole, qui fait du bien. En fait, des fois, il est connoté un peu de manière lourde. Donc, essaye, malgré tout ce que je viens de te dire, de moins l'intellectualiser peut-être, comme si c'était ce fameux petit kratung qui flotte sur l'eau, dont je t'ai parlé. Et comme, je sais pas, la lumière produite par cette petite bougine qui s'allume. C'est ça l'espoir. L'espoir, il se trouve aussi dans les petites choses, les petits mots. Et il est là même quand tu ne le vois pas, il veille sur toi. Alors s'il te plaît, veille aussi sur lui. Voilà pour le voyage. J'espère que ce petit tour au festival de Loy Krathong en Thaïlande t'a fait du bien et t'a apporté un peu de lumière et aussi d'espoir. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Et merci à chacun d'entre vous pour tous les commentaires, les petits cœurs que vous avez rajoutés au podcast.
et de le faire grandir. Si jamais cet épisode t'a fait du bien, si jamais certaines choses t'ont permis d'avoir des déclics, n'hésite pas à le partager à une personne autour de toi qui en a besoin, puisque, comme je te le dis à chaque fois, le bonheur grandit quand il est partagé. Alors donne de l'espoir à quelqu'un. Si l'aventure te dit, retrouve-moi donc sur Instagram sous le nom de Dr Sophie et abonne-toi, il y a toujours une petite phrase sympa sous mes posts pour toi, et puis ça me donne un peu de force. Et pour plus d'accompagnement et d'infos, rendez-vous sur mon site internet et ma chaîne YouTube. Les liens se trouvent dans la description de ce podcast.